Bienvenue dans la toute dernière rubrique pour le compte de Matin d'Éden de ce jour. Nous sommes dans les clés du monde. Vous convenez avec moi que nous sommes bien au-delà des frontières du Bénin avec James William Baguidi. Bonjour. Bonjour Loris, bonjour à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs. Merkel en Chine, Macron en Russie vers la redéfinition de l'ordre géopolitique mondial. Je vous le précise encore, c'est intitulé de votre chronique Les clés du monde. Merkel en Chine, Macron en Russie vers la redéfinition de l'ordre géopolitique mondial. Alors que la chancelière allemande Angela Merkel achève une visite remarquée en Chine, le président français Emmanuel Macron entame une visite en Russie auprès de Vladimir Poutine, une activité diplomatique qui ne va pas sans compter avec la politique unilatérale de leur allié traditionnel Donald Trump, qui isole de plus en plus les États-Unis de ses alliés, de ses meilleurs amis. De là, à envisager une redéfinition des alliances internationales, il n'y en a qu'un pas. James William Baguidi, vous êtes bien prêt pour l'avalanche de la question, j'espère. Comme d'habitude. L'avalanche des questions, j'avais dit. Alors, faut-il vraiment, James William Baguidi, faut-il vraiment faire un lien entre la visite de Angela Merkel et celle d'Emmanuel Macron? A priori, non. A priori, il n'y a pas de lien particulier entre la visite d'un chef d'État ou d'un dirigeant dans un pays et la visite d'un autre dirigeant dans un autre pays. En effet, Angela Merkel s'est rendue en Chine auprès de son homologue chinois Xi Jinping et pour discuter de questions qui concernent l'Allemagne, qui concernent les relations entre l'Allemagne et la Chine, qui concernent les relations commerciales notamment entre les deux pays. Et donc, a priori, cela n'a pas grand-chose à voir avec le rapport qu'entretiendrait avec la Russie, la France d'Emmanuel Macron. En effet, effectivement, aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, donc commence en Russie auprès de Vladimir Poutine une visite d'Emmanuel Macron qui également doit porter sur des questions d'ordre géopolitique, des questions d'ordre commercial et qui doit redéfinir sans doute, en tout cas réchauffer un peu les relations entre les deux États, parce qu'il faut le signaler, les relations entre les États-Unis, les pays occidentaux en général et la Russie ne sont pas des relations très cordiales, vous vous en doutez bien. On connaît le nombre de points d'achoppement qui existent entre les deux États. Je dirais même plus, on ne saurait même connaître le nombre de points d'achoppement parce qu'en réalité, il y en a tellement que les deux États, les États de ces deux blocs sont souvent des États antagonistes. Et pourtant, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un lien. Il y a un lien entre la visite que Emmanuel Macron est en train d'effectuer en Russie et celle que Angela Merkel vient d'achever en Chine, dans la simple mesure où les deux dirigeants sont du bloc occidental, ce qu'on appelle donc généralement le bloc occidental, et que les deux autres sont du bloc oriental, de l'ex-bloc oriental, qui était donc ce bloc qui avait incarné pendant un certain temps la guerre froide. Alors, justement, aujourd'hui, dans ces relations internationales, entre les deux différents blocs, les relations se modifient, les rapports se modifient. Au sein de chacun des deux blocs et surtout au sein du bloc occidental, les liens ne sont plus aussi courtois, surtout avec le principal acteur de ce bloc-là, que sont les États-Unis d'Amérique et les autres acteurs. Et à partir de ce moment-là, il est plutôt aisé, et nous allons en parler, de faire un lien entre ce que Emmanuel Macron va chercher en Russie et ce que Angela Merkel est allée trouver auprès de son homologue Xi Jinping en Chine. Alors, James, toujours dans cette même perspective, que chercheraient les dirigeants occidentaux auprès d'États, je dirais, en griffe adversaires, qui sont leurs adversaires ou des adversaires historiques? Oui. Que peut-on aller chercher auprès de tels leaders, de tels dirigeants avec qui on ne partage pas les mêmes idéaux? Déjà, il faut noter que les relations internationales aujourd'hui sont des relations pacifiées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout
encore plus depuis la fin de la guerre froide au début des années 90, et que depuis donc les rapports entre les États se sont très largement détendus. Et donc on a vu Angela Merkel, par exemple, c'est la 11e fois, puis elle effectue actuellement son 4e mandat, c'est la 11e fois qu'elle se rend en Russie, en Chine. On a vu déjà le président chinois se rendre dans d'autres pays qui étaient encore par le passé des ennemis historiques, comme vous l'avez pu le dire. Ce concept d'ennemi historique remonte à l'époque de la guerre froide en 1947 et 1991, année où donc l'Union soviétique a totalement disparu et laissé place à la Russie d'aujourd'hui. Il faut également noter que ce qu'il y a à gagner, ce n'est pas seulement une pacification, mais c'est également aujourd'hui un certain nombre de choses qui ont rapport à la politique étrangère mise en place par les États-Unis de Donald Trump. Ainsi que vous le savez, depuis qu'il est au pouvoir, Donald Trump est dans un unilatéralisme triomphant. Il retire les États-Unis à tour de bras des principaux accords que le pays a pu conclure avant qu'il n'arrive au pouvoir. Oui. Le traité transpacifique pour commencer, la COP21, plus récemment le nucléaire iranien que vous signalez là. Et naturellement, ceux qui sont ses alliés habituels avec lesquels ces accords ont été conclus à un moment ou à un autre, trouvent que le président américain est dans une dynamique qui ne les arrange pas véritablement, qui ne les protège plus vis-à-vis de ceux qui sont des adversaires potentiels, vis-à-vis même des relations internationales qui sont des relations très mouvantes. Et donc, il y a nécessité pour ces États-là de reformer de nouvelles alliances, d'essayer de contrer l'unilatéralisme américain qui, au-delà même du fait de se replier sur les États-Unis d'Amérique, choisit une voie qui est celle de la confrontation avec ceux qui étaient ses partenaires politiques il y a encore, et qui sont encore ses partenaires politiques. On a vu la visite du président français aux États-Unis d'Amérique, on a vu les nombreuses embrassades, vous vous en souvenez, nous en avons parlé de long en large, même s'il faut, comme je l'ai signalé, reconnaître que ces embrassades à n'en point fini, au bout du rouleau, fini que par humilier le président français Emmanuel Macron et dénaturer la visite qu'il a effectuée auprès de son homologue américain. Donc, ce que j'estime, c'est que aujourd'hui, la France notamment, en se rendant auprès de Vladimir Poutine, veut trouver auprès donc de ce partenaire aujourd'hui un allié pour défendre un certain nombre de choses, notamment le nucléaire, le nucléaire iranien, auquel la Russie est un État parti, dont les États-Unis se sont retirés récemment, avec la menace brandie par, bien sûr, le président américain, de sanctionner toute entreprise qui effectuerait des échanges, en tout cas qui opérerait en Iran, en dépit donc de des sanctions que Donald Trump a décidé d'instaurer. En fait, il y a comme un universalisme de la puissance américaine, de la loi américaine, qui menace donc de priver donc de revenus ou même de priver de souveraineté ces États ou ces entreprises qui oseraient briser ou oseraient aller à l'encontre de la décision unilatéralement prise par Donald Trump, c'est-à-dire fondée sur des observations dont lui seul connaît les tenants. Et aboutissant, il a bien sûr estimé que l'accord sur le nucléaire iranien est un accord très mal négocié, que cet accord aurait dû porter également sur le développement du programme balistique iranien, que cet accord devait porter également sur la présence du Hezbollah, du soutien que l'Iran apporte au Hezbollah, notamment en Syrie et au Liban. Et donc, il estime qu'il n'était pas question que cet accord continue d'exister et il s'en est retiré. Maintenant, le simple retrait des États-Unis met à mal l'accord parce que les États-Unis sont une très grande puissance mondiale capable, et on l'a déjà vu par le passé, de sanctionner les États ou les entreprises qui continuent d'entretenir de bons rapports avec l'Iran. Et pour que ces entreprises et ces États puissent résister face à la toute-puissance américaine qui se déploie, il y a nécessité que des adversaires politiques ou même des ennemis historiques comme la France et la Russie, comme l'Allemagne et la Chine, se réunissent et définissent
parce que tous ces États-là sont quand même d'accord pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien, définissent les voies pour protéger déjà l'accord lui-même et protéger leurs entreprises qui, depuis que l'accord a été signé, ont trouvé des ressources en Iran et ont commencé à développer de nouvelles relations. Je peux encore aller plus loin pour expliquer encore ce que les deux États vont chercher, ou du moins les deux chefs d'État vont chercher dans les pays anciennement orientaux, si on les appelle ainsi. Je peux parler de la COP21. Au niveau de la COP21, on sait que la Russie et la Chine également étaient partis, comme les États-Unis et la France, à la COP21. Dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump, ça a été l'un des premiers accords qu'il a dénoncé, là aussi estimant que le réchauffement climatique n'avait rien à voir avec l'activité anthropique. Et donc, il revient aux États qui ont signé, qui ont conclu la COP, de se battre pour que cet accord puisse survivre. Et donc, aujourd'hui, il faut un leadership international à la tête de cet accord sur le climat, parce que avec les États-Unis qui se sont retirés, c'est une certaine quantité de pollution qui ne pourra finalement pas être évitée. Et donc, il fallait que les autres s'entendent et fassent front commun face aux États-Unis, en face des États-Unis, pour protéger ou sauver, en tout cas ce qui peut être encore sauvé de la planète. Et puis on parlera également du commerce international. Vous savez que les États-Unis menacent de sanctionner, en tout cas d'augmenter les droits de douane sur plusieurs produits, notamment l'acier et l'aluminium provenant des pays, même des partenaires. Un accord a été trouvé avec la Chine tout récemment, mais pour ce qui concerne l'Union européenne, ce n'est pas encore conclu. On attend la décision du président Donald Trump. Et donc, face à tous ces éléments, que l'on soit adversaire politique historique, cela n'exclut pas que l'on prenne le soin de se retrouver et de préparer une riposte. C'est ce qui est en train d'être fait quand on voit les visites qui s'effectuent à l'heure actuelle. Mais James, jusqu'où peuvent-ils aller? Jusqu'où peut aller une alliance éventuelle de ces pays antagonistes face à cette politique de Donald Trump, face à la politique étrangère de Donald Trump? Alors, cette alliance entre les États que nous avons cités, France, Grande-Bretagne, d'une part, j'ai même oublié de citer la Grande-Bretagne en temps, mais France, Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, si on ne l'a pas citée, c'est parce qu'elle est beaucoup empêtrée dans son affaire de Brexit et difficilement commence à s'en sortir. Donc, elle ne participe pas beaucoup aux relations internationales à l'heure actuelle. Elle a été en plus préoccupée par le mariage du prince Harry il y a quelques jours, un mariage à 45 millions de dollars, vous en avez entendu parler. C'est pas ça le sujet du jour. Et donc, France, Grande-Bretagne, Allemagne, etc., Japon même, ces États ont besoin donc de se renforcer et de se renforcer face aux puissances, à la puissance américaine. Et ces États peuvent aller, je dirais, raisonnablement loin. Parce qu'il faut commencer par noter déjà les points d'achoppement, les points de blocage ou les points de conflit qui existent entre eux et leurs nouveaux alliés. Notamment, je dirais qu'entre les Occidentaux et la Russie et la Chine, les Occidentaux d'un côté, la Russie et la Chine d'un autre côté, il y a une différence de vision par rapport au monde, et cette différence de vision explique notamment les actions qui sont menées au sein du Conseil de sécurité quand il s'agit de voter. Vous allez constater que la Russie vote presque systématiquement contre les propositions faites par les Occidentaux. Au niveau de ce même Conseil de sécurité, la Chine soutient généralement la Russie. Les réflexions viennent ensuite pour vérifier si les intérêts en jeu sont suffisamment importants pour finir par changer d'avis ou si on continue dans cette dynamique. Donc, il y a une vision du monde qui est très différente d'un côté et de l'autre. Et pour cette raison, l'alliance qui est en train de se mettre en place aujourd'hui ne peut être qu'une alliance, à mon sens, quelque peu éphémère. Il y a également l'héritage historique de la guerre froide. Cet héritage historique qui, bien entendu, définit la vision du monde des deux parties, des deux blocs. Cet héritage historique continue d'influencer énormément les relations internationales. On l'a vu se déployer en Syrie, on l'a vu en Crimée. Et d'ailleurs, ces deux conflits-là font partie des raisons pour lesquelles les deux blocs
ne sont pas véritablement amis, mais ils sont en train aujourd'hui de chercher des ponts pour aplanir certaines de leurs divergences. Il y a beaucoup également de soupçons d'espionnage économique et d'espionnage numérique qui portent qui sont portés à l'encontre de la Chine, parce qu'effectivement, la Chine fait partie de ces grandes puissances internationales qui se développent et qui parfois bénéficient de ce que l'on peut considérer comme de l'intelligence économique. Certains de leurs chercheurs seraient à l'origine de piratage de données au plan international qui leur permettent en tout cas d'évoluer dans certains domaines, notamment dans le domaine technologique. Et puis, la politique de pénétration chinoise sur les marchés internationaux, notamment le marché africain ou dans certaines parties d'Asie ou même d'Amérique, ne plaît pas du tout aux Occidentaux, et puis tout cela fait partie des éléments sur lesquels il y a des points d'achoppement. C'est pour cette raison que j'estime que l'alliance qui est en train de se mettre en place aujourd'hui durera le temps que durera au pouvoir la vision de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, ou sinon même Donald Trump lui-même aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il ne faut pas omettre le fait, il faut que, même si Donald Trump en vient à quitter le pouvoir, soit à la fin de son premier mandat s'il perd, ou à l'issue de son deuxième mandat constitutionnellement, il se peut que lui succède quelqu'un qui voit les relations internationales comme lui. Et dans ce cadre-là, l'alliance entre les pays occidentaux, entre les autres pays occidentaux et les pays orientaux que j'ai déjà cités, Chine et Russie, pourrait encore, dans les domaines que nous avons également identifiés, se poursuivre. Mais il se peut également que les États-Unis d'Amérique, avec un changement éventuel de politique à la tête de l'État, même avec Donald Trump, on ne sait jamais, ce président étant tellement imprévisible dans ses décisions et dans ses actions. Donc, avec un changement de politique de la part des États-Unis, on peut assister là aussi à une redéfinition des paradigmes des relations internationales et donc à une quasi-éphémérité de cette nouvelle alliance que nous sommes en train de voir. Quoi qu'il en soit, cette alliance est une alliance qui porte systématiquement sur des éléments très distincts, et ce n'est pas donc une alliance globale comme celle qui a souvent prévalu entre les États-Unis et ces pays-là. Alors, James, que risque-t-on à voir se constituer cette alliance? Non, on ne risque pas grand-chose. Il n'y a pas de risque en particulier. Cette alliance qui est en train de se mettre en place va faire que les Occidentaux vont fermer les yeux un peu sur certaines pratiques chinoises, sur certaines pratiques russes. D'ailleurs, comme on l'a déjà dit hier, le président Macron fait partie de ces présidents qui montrent une certaine un certain réalisme dans les relations internationales, donc rencontre des chefs d'État dont on peut soupçonner que ces derniers ne sont pas de véritables démocrates en dépit des valeurs que prétendent défendre ces Occidentaux. Et donc à part ces éléments, on n'a pas grand-chose à craindre de cette alliance, de ces redéfinitions des relations internationales. Maintenant, si ça doit durer dans le temps, il faudra commencer à penser véritablement à ce que l'ordre géopolitique international actuel soit modifié en profondeur. Justement, vous y croyez, les rapports géopolitiques mondiaux pourront-ils à long terme se voir modifiés? Ah oui, ça dépend. Vous savez, comme je l'ai dit, si la vision américaine demeure celle-là de l'isolationnisme, celle de l'intérêt des États-Unis avant et au-dessus de tout, il y a des chances que pour sauvegarder leurs propres intérêts, que les autres États également changent de paradigme. Et en ce moment-là, nous serions en présence d'un nouvel ordre international qui pourrait vraiment, en tout cas, changer la place des États-Unis. Merci James.